Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois John Pitzeis. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Je vais recevoir Alain Marron, le nouveau ministre de l'Environnement, mais il est bloqué pour l'instant au Parlement bruxellois parce que, en fait, Rudy Vervoort réplique aux différents groupes parlementaires et tous les ministres doivent rester à ses côtés pour montrer, évidemment, une solidarité. Alors, on va faire connaissance parce qu'on ne vous connaît pas, John Pitzeis, c'est votre premier mandat en tant que député. Mais vous connaissez bien la politique, puisque vous êtes chercheur en Sciences Po, en fait. Alors, j'ai été chercheur en sciences politiques et en théorie politique et j'ai travaillé, entre autres, notamment au Centre de recherche et d'information sociopolitique jusqu'en février. Et puis, j'ai quitté le CRISP pour me présenter aux élections. Donc, c'est en fait passer d'un sujet d'étude à une action, finalement, dans votre sujet d'étude. Oui, c'est ça. C'est donc dans la position un peu particulière de l'observateur Kobe ou du Kobe observateur, mais devenir Kobe n'est pas dérangeant du tout, en tout cas. Non, pour l'instant, mais vous venez de commencer à peine, vous venez de passer de l'autre côté du miroir, Tout à fait. Et vous avez un rôle important parce que vous représentez le groupe. Bon, alors c'est le groupe qui est dans la majorité, donc il faudra plutôt empêcher les députés peut-être de dire n'importe quoi ou de poser n'importe quelle question. Est-ce que vous avez une âme de gendarme ? Non, je n'ai pas une arme de gendarme, mais je ne pense pas que les députés qui font partie de mon groupe vont dire n'importe quoi ou vont faire n'importe quoi. Je crois que c'est une fonction toujours un peu délicate parce que d'un côté, il faut faire vivre la vie démocratique au Parlement et donc il y a des questions qui seront posées, il y a des propositions qui seront déposées et en même temps, il y a un accord gouvernemental qui a été déposé. Nous y croyons, nous allons soutenir cet accord gouvernemental et donc sans surprise. Ben oui, sans surprise. Oui. C'est une part c'est ce qu'on appelle le jeu de rôle des institutions représentatives, sans surprise. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Et on va essayer de le faire avec conviction d'un côté, mais aussi en respectant les interpellations de l'opposition et en essayant d'y répondre sérieusement. Alors, quelle est la touche verte très concrète dans ce gouvernement Vervoort 3 ? S'il fallait pointer un élément, une véritable touche verte, ce serait quoi pour vous ? Mais c'est difficile de répondre à votre question parce que vous la formulez en utilisant le mot touche verte. Or, moi, quand je vois l'accord de gouvernement, ce que je vois, c'est beaucoup de peinture verte. Donc, tant au niveau du volet social, en matière de politique de logement, je pense par exemple à la création de ce fonds de garantie locative, qui va permettre à des Bruxelloises et à des Bruxellois d'accéder plus facilement donc à des logements à Bruxelles. Je pense aussi à la politique de mobilité, où nous allons construire des lignes de tram, où nous allons essayer de désengorger le trafic au sein de Bruxelles, mais aussi la politique proprement environnementale. On va essayer de créer des espaces verts. On va surtout essayer d'intégrer les différents éléments des politiques bruxelloises qui sont souvent tenues séparées, à la fois les politiques de mobilité, les politiques d'aménagement du territoire. Eh bien, nous sommes assez contents de dire que, quels que soient les axes de cet accord gouvernemental, eh bien, nous y trouvons des actions écologistes. Donc c'est un gouvernement vert, voilà. C'est un gouvernement parce que vert. Parfois, on se dit, tiens, quelles sont les différences avec Vervoort 2 ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait la continuation de Vervoort 2, des idées qui avaient déjà été lancées dans le précédent gouvernement. C'est pour ça que je vous demandais quelle était vraiment la touche verte. Quelle est votre réponse par rapport à ça ? Je pourrais donner beaucoup de réponses sur des sujets qui viennent d'être abordés, la politique sociale, la politique de mobilité, la politique d'aménagement du territoire. Je vais ici prendre la tangente, une petite tangente. Vous savez qu'Écolo, c'est un parti qui a toujours voulu faire de la politique autrement. Le terme de participation citoyenne a été utilisé 12 fois dans la politique, dans la déclaration ici déposée en 2019 de politique gouvernementale. Il n'avait été prononcé aucune fois. Alors on sait que analyser un texte de politique gouvernementale en fonction du mot qui s'y trouve ou pas, ça peut sembler être un peu superficiel. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'avec Écolo, eh bien, là, nous avons un accord un accord définitif sur la suppression du double mandat, par exemple, de membres de collèges communaux et la fonction des échevins. Avec Écolo, eh bien, on a un accord sur la mise sur pied d'une initiative législative citoyenne, c'est-à-dire l'idée que les citoyens peuvent déposer un texte avec un contenu. Ce texte sera traité par les institutions concernées. Et puis, alors on verra, il y a plusieurs modèles, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
Quand on parle de transition écologique, c'est-à-dire passer d'une société de la production et de la productivité à une société qui essaye de concevoir le bien-être un peu autrement, qu'il s'agisse de mettre en place des politiques sociales, qu'il s'agisse de mettre en place de nouvelles politiques de lutte contre les discriminations, et je pense ici par exemple au renforcement des procédures de testing, eh bien, l'idée, c'est de ne pas faire de la politique pour les citoyens sans les citoyens. Et faire la politique autrement, c'est pas seulement du moralisme, c'est associer les gens. En tout cas, vous savez bien développer votre discours, mais j'ai pas ma réponse, mais c'est pas grave. On a montré l'autonomie bruxelloise en décidant de faire ce gouvernement malgré les pressions parfois extérieures. Maintenant, il va falloir penser à la coopération avec les autres régions. Comment ça va fonctionner? Est-ce que Écolo peut être le gage d'une bonne coopération avec des gouvernements wallons, flamands et fédéraux? La réponse facile à vous donner, c'est bien sûr que oui. Personne ne va dire qu'il ne veut pas de coopération. Maintenant, je crois que ce qui est aussi important, c'est tout simplement d'attendre un peu, parce qu'il va se passer ou pas des choses au niveau fédéral, il va se passer ou pas des choses au niveau de la communauté française et au niveau de la région. Attendre, pourquoi il fallait se presser à Bruxelles? Parce que dans un fédéralisme mature, les collectivités fédérées sont autonomes pour les compétences qu'elles exercent et elles n'ont pas d'ordre ou d'instruction à recevoir des autres collectivités. Et Écolo y a été particulièrement attentif. Vous le savez, il y a eu un certain nombre de pressions extérieures exercées plutôt du camp libéraux pour intégrer un nouveau parti dans la coalition parlementaire. Alors, Écolo a été a une position très ferme sur le sujet. Notre coprésidente Zaka Katabi était très ferme. Pas seulement pour une question de clivage idéologique, pas seulement pour une question de contenu de programme, même si c'est aussi le cas, mais aussi précisément parce que nous pensons qu'il est temps de vivre dans un fédéralisme mature. Voilà. Alors, on va prendre un peu dans la longue liste des compétences que les ministres écolos, Marron et la secrétaire d'État Tract ont. Il y a pas mal de choses quand même intéressantes. Je voudrais qu'on parle notamment de l'interdiction des voitures avec moteur à explosion en 2035. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait déjà imaginé, mais maintenant, c'est décidé, c'est dans la déclaration. Plus question d'avoir des voitures à essence, des voitures LPG en 2035. Est-ce qu'on va arriver, est-ce que vous êtes sûr que les Bruxellois pourront arriver à faire en sorte qu'ils aient tous soit pas de voiture, soit de voitures électriques par exemple ou autre? Est-ce que tout le monde peut se le payer? On n'est jamais sûr, mais c'est l'objectif. C'est donc l'objectif, on fera tout pour l'atteindre. Je crois que cet objectif, il sera bien atteint. Et bien entendu, nous y serons sensibles. Avant 2035, vous croyez? Alors, l'accord gouvernemental dit pour 2035 au plus tard. Si c'est 2033, nous sabrerons le champagne. Si c'est 2035, nous ne serons pas déçus. Mais je crois, pour revenir au fond de la question, il y a deux objectifs, deux sous-objectifs. C'est d'abord d'aménager une phase de transition. C'est particulièrement important. On ne peut pas dire en un coup, 6 mois avant l'objectif de 2035 ou 2034, que les voitures à essence seront interdites. Il faut habituer à la fois les gens et aménager les choses. Il ne faut pas faire l'erreur du nucléaire, par exemple, où on attend très très longtemps avant de mettre en œuvre la fin du nucléaire. Voilà, j'essaie de trouver une image. Oui, vous êtes d'accord avec cette image? Je ne sais pas. Enfin, un peu intuitivement, je dirais, ce n'est pas la faute d'Écolo, le nucléaire, c'est une sorte de suivi des décisions, mais c'est important. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut bien entendu pas que cela soit au détriment d'une manière ou d'une autre des ménages les plus modestes. Et ça, c'est bien entendu. Alors, autre thème important, c'est Bruxelles Propreté. Alors, on a parlé d'audit, on a parlé quand même d'une agence où il y avait des dérapages, où on engageait des gens, on ne sait pas franchement pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de Bruxelles Propreté? Est-ce que Alain Marron va être aussi dur qu'il l'a été quand il était dans l'opposition par rapport au SAMU social? Alors, je crois qu'il vous répondrait mieux que moi, forcément. Il n'est pas là, donc c'est à moi de m'y coller. Oui. Je n'ai pas d'autre choix que de vous dire, oui, bien sûr, il se montrera aussi dur, mais je crois... Alors, il y a deux choses de nouveau. Il y a la question de la gestion de Bruxelles Propreté. Je crois que c'est une question qui relève de l'action gouvernementale. J'ai toute confiance, bien entendu, au gouvernement dans sa manière de gérer les choses. Et j'ai, par définition, toute confiance en Alain Marron dans la manière dont il va gérer les choses. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a moyen quand même de mettre sur pied
il y a aussi moyen de mettre en branle des processus de transition écologique au sein de Bruxelles Propreté. En d'autres termes, la gestion des déchets, c'est bien sûr une question de bonne gouvernance, c'est bien sûr une question d'éthique publique, mais c'est aussi un outil pour diminuer la place des déchets dans Bruxelles, c'est aussi un outil pour mieux penser le recyclage. On a trop de déchets encore à Bruxelles. Je le pense, en tout cas, oui, je pense. Alors, autre élément qui est peut-être passé un peu plus inaperçu, c'est cette idée de lever l'interdiction du port des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur et la promotion sociale qui dépendent de la COCOF. Ce n'était pas le cas pour l'instant, et là, ça va être le cas. C'est une décision qui, quand même, symboliquement est importante. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Elle me semble symboliquement importante, mais elle me semble philosophiquement assez évidente, parce que vous savez, on peut avoir toutes les positions possibles sur ce que signifie le port de signes convictionnels. Absolument toutes les opinions possibles, toutes les opinions éthiques et toutes les opinions politiques possibles. Mais je crois qu'à partir du moment où vous êtes une personne majeure, vous êtes propriétaire de votre corps, et une extension naturelle de votre corps, ce sont vos vêtements. Vous avez le droit, quand vous promenez dans la rue, de vous promener avec un chapeau de clown, même si tout le monde trouve que c'est ridicule. Vous avez le droit de trouver que ce n'est pas ridicule. Vous avez le droit de faire beaucoup de choses avec vos habits, avec vos vêtements. Personne, à part peut-être quelques sourires amusés, ne s'offusquerait de voir quelqu'un se trimballer en ville avec une soucoupe sur la tête. Alors je ne vois pas quel serait le problème dès lors que des personnes adultes, majeures, décident de s'habiller d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ce qui m'étonne toujours, ce qui m'étonne toujours sur le sujet, c'est que des partis dont le programme est libéral, qui s'affirment comme étant libéraux, qui estiment que le plus important dans une société, c'est de vivre dans une société libre, eh bien, estiment que la liberté vaut pour un certain nombre de choses, mais pas pour ce qui consiste à être un des pans les plus importants de la liberté, c'est tout simplement d'avoir le droit de se vêtir, d'aller, de vivre au niveau de sa vie privée. Vous avez bien insisté. Alors après, il y a bien entendu la question de l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, mais ici on est dans un autre sujet. On va devoir terminer maintenant. Le temps est écoulé. Merci John Pizzey d'être venu nous parler à la place d'Alain Marron, comme ça au dernier moment. Je voudrais signaler que c'est la dernière émission de l'interview. On revient le 20 août. Et en attendant, je vous donne rendez-vous tous les soirs avec David Courrier, qui viendra avec un invité dans son LCR d'été. Bonnes vacances. Merci, bonsoir, bonnes vacances à tous.